L'aube était froide et silencieuse, comme toujours à Villa Serena. La petite ville semblait vivre dans une sorte de pause, comme une horloge qui aurait cessé de marquer le temps. Sur la place centrale, les arbres agitaient doucement leurs feuilles au gré du vent, et la majestueuse église de Saint-Michel se dressait contre le ciel nuageux. La cloche, grande et en bronze, pendait depuis des décennies dans la tour, mais elle ne résonnait plus. Il y a 20 ans, une panne dans le mécanisme l'avait réduite au silence. Depuis, elle n'était plus qu'un élément décoratif, le symbole d'une époque où le village vibrait au rythme de la foi et des célébrations. Pour les habitants les plus âgés, comme Joachim, la cloche était un souvenir amer de ce qui avait été perdu. Joachim avait été le sonneur de l'église, et son cœur se serrait encore lorsqu'il regardait la tour silencieuse. Ce matin-là, Joachim s'adonnait à sa routine habituelle. Il marchait lentement jusqu'au banc de bois près de la place. Vêtu de son vieux manteau de laine et d'un chapeau usé, il tenait entre ses mains un chapelet qu'il égrenait tout en observant la vie paisible autour de lui. Ce village était tellement différent autrefois, pensa-t-il en soupirant. Soudain, un son profond et vibrant déchira l'air. Le son de la cloche n'était pas seulement entendu, il était ressenti. C'était comme si la terre elle-même s'était éveillée. Les oiseaux s'envolèrent affolés, les chiens se mirent à aboyer, et les fenêtres des maisons s'ouvrirent une à une. Le son résonnait comme un ancien appel, un message que personne ne comprenait. Joachim ouvrit de grands yeux. Ce n'est pas possible. Il se leva avec difficulté, ses mains tremblantes s'appuyant sur sa canne. Les habitants commencèrent à sortir de leur maison, tous arborant la même expression d'étonnement. Marina, une femme aux cheveux gris et à la démarche agile, s'arrêta au milieu du jardin où elle s'occupait de ses herbes et regarda la tour. Elle serra le crucifix pendu à son cou dans un geste presque involontaire. Dans le presbytère de l'église, le père Gabriel entendit également la cloche. Il lisait ses prières matinales, mais ce son le fit poser son livre. Il courut jusqu'à la porte qu'il ouvrit brusquement, voyant déjà les villageois se rassembler sur la place. « C'est la cloche. Elle sonne à nouveau. » cria quelqu'un. La place se remplit rapidement. Il y avait des gens de tous âges, mais les visages les plus émus étaient ceux des anciens, comme s'ils comprenaient quelque chose que les plus jeunes ne percevaient pas. Marina s'approcha de Joachim. « Tu crois que c'est un signe, Joachim ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas, Marina. Mais cela me rappelle bien des choses anciennes, c'est sûr. » Alors que la cloche continuait de sonner, le père Gabriel monta dans la tour. Il s'attendait à trouver un mécanisme réactivé, peut-être un animal qui aurait bougé l'équipement, mais, en arrivant, il trouva tout silencieux. Le mécanisme était dans le même état d'abandon. Lorsqu'il redescendit, son visage était pâle. Il secoua la tête en réponse aux questions des villageois. « Il n'y a rien qui puisse expliquer cela, dit-il d'une voix basse. » Alors que les gens murmuraient entre eux, quelque chose commença à se produire. Marina attrapa le bras de Joachim et, les larmes aux yeux, dit « Tu te souviens, Joachim? Tu avais sonné cette cloche le jour du mariage de ma sœur. C'était la dernière fois que je l'ai vu sourire autant. » Joachim hocha la tête, le regard perdu. Pour lui, la cloche n'était pas qu'un simple instrument. C'était le son qui marquait les moments les plus importants de la vie du village. Naissance, mariage, adieu. Il se souvint de ces jours où, dans sa jeunesse, il montait les marches de la tour avec énergie, tirait la corde et sentait la cloche vibrer dans ses mains. Entendre ce son à nouveau, c'était comme revenir dans le passé. « Je pensais que le temps avait tout effacé, » dit Joachim avec un sourire timide. « Peut-être que non, » répondit Marina. La cloche sonna encore quelques minutes, puis s'arrêta, laissant le village à nouveau silencieux. Mais quelque chose avait changé. Les gens restaient là, immobiles, se regardant comme s'ils attendaient encore quelque chose. Quand Joachim rentra enfin chez lui, il ne parvint pas à dormir. Il resta à regarder le plafond, les échos du passé résonnant dans son esprit. Il savait que ce jour ne serait pas oublié de sitôt, mais, au fond de lui, il sentait que ce n'était que le début. La nuit avait été longue pour Joachim. Il était resté allongé, fixant le plafond de sa petite chambre, tandis que son esprit était envahi par des souvenirs qu'il pensait avoir oubliés. Dans sa jeunesse, Joachim était connu dans le village non seulement pour être le sonneur de cloches, mais aussi pour son dévouement. Il croyait que chaque son de la cloche avait une signification profonde, une connexion entre le ciel et les habitants. Maintenant, des décennies plus tard, ce son semblait réveiller quelque chose de plus profond, le poids des promesses non tenues,
des décisions qu'il aurait voulu prendre autrement. Le lendemain du mystérieux tintement de la cloche, Joachim trouva le courage de faire ce qu'il évitait depuis des années. Il décida de gravir les marches de la tour de l'église. Le chemin jusqu'à l'église était court, mais chaque pas était chargé d'émotion. Les pavés de la rue scintillaient sous la rosée du matin, et l'air portait une odeur fraîche de terre humide. Lorsqu'il arriva devant la porte de l'église, Joachim ressentit une pointe d'hésitation. Le grand édifice semblait le regarder en retour, comme un vieil ami attendant des retrouvailles. À l'intérieur de l'église, le silence était profond. Joachim marcha jusqu'à la base de la tour et fit face à l'escalier de bois, qui lui parut encore plus raide que dans ses souvenirs. Inspirant profondément, il commença à monter, s'appuyant sur la rampe usée. Chaque marche craquait sous ses pieds, et à chaque craquement, des souvenirs refaisaient surface. Joachim n'avait que 20 ans lorsqu'il devint sonneur de cloche de l'église. Il montait ces mêmes escaliers avec énergie, tirait la corde avec force et sentait la cloche vibrer, comme une extension de lui-même. Il se souvenait du jour où la cloche avait sonné pour la dernière fois, c'était pour un mariage. Un événement joyeux, mais pour lui, empreint de douleur. Ce jour-là, Joachim avait sonné la cloche pour célébrer l'union de Clara, l'amour de sa vie, avec un autre homme. Il avait hésité à avouer ses sentiments, et quand il trouva enfin le courage, il était trop tard. Après cela, sonner la cloche devint un fardeau, et il s'éloigna peu à peu de sa fonction. Quand Joachim atteignit enfin le sommet de la tour, la grande cloche était là, aussi imposante que toujours. Il passa sa main sur la surface froide du bronze et un frisson parcourut son corps. La cloche semblait intacte, sans aucun signe d'avoir été touchée par des mains humaines. En examinant les lieux, quelque chose attira son attention, une petite fente sur le côté de la cloche, où un morceau de papier semblait être dissimulé. Avec des doigts tremblants, il tira le papier, jauni et fragile. Sur le billet, on pouvait lire. Le son de la cloche unit les cœurs que le temps a séparés. Ne laisse pas le silence voler ta foi en demain. Joachim reconnut immédiatement l'écriture, c'était celle du père Antoine, l'ancien prêtre de l'église, décédé il y a plus de 20 ans. Mais comment ce billet avait-il pu se retrouver là, et pourquoi ne le découvrait-il que maintenant? Joachim redescendit de la tour avec le billet en main, bouleversé mais aussi renouvelé. Il montra le papier au père Gabriel, qui fut tout aussi intrigué. Le billet, au-delà des mots d'encouragement, semblait être un appel à quelque chose de plus grand. Peut-être que le son de la cloche n'est pas seulement un mystère, dit Joachim au prêtre. Peut-être que c'est un appel pour nous tous. Alors qu'ils échangeaient, d'autres habitants commencèrent à se rassembler dans l'église, attirés par l'histoire du billet. Marina fut l'une des premières à arriver, et en entendant parler du billet, elle se souvint de quelque chose qu'elle s'était promise autrefois, aider les nécessiteux du village. Le son de la cloche semblait avoir réveillé non seulement des souvenirs, mais aussi un désir d'agir. Joachim, qui avait toujours évité de parler du passé, se sentait maintenant poussé à partager son histoire avec les autres. Il réalisa qu'il n'était pas le seul à porter des regrets et que, peut-être, la cloche représentait une chance de rédemption pour chacun. Laura n'était pas comme les autres habitants de Villa Serena. Professeure de sciences dans le petit collège du village, elle était pragmatique, rationnelle et préférait les explications logiques aux mystères. Bien qu'elle ait grandi ici, elle était revenue il y a quelques années seulement, après avoir passé du temps dans une grande ville. Pour Laura, le son de la cloche était davantage une question de comment et que de pourquoi. Ce matin-là, alors que tout le village commentait encore le son qui avait résonné depuis la cloche de l'église, Laura marchait dans les rues d'un pas ferme, tenant son carnet de notes. Depuis son enfance, elle était fascinée par l'idée de percer des mystères, et celui-ci était le plus grand qu'elle ait jamais rencontré dans la paisible Villa Serena. Arrivée sur la place, Laura trouva un petit groupe d'habitants, dont Marina et Joachim, rassemblés près de l'église. Le père Gabriel expliquait ce qu'il avait découvert dans la tour. Il montrait le billet trouvé par Joachim, déjà considéré comme un signe divin par beaucoup. « Je ne dis pas que c'est un miracle », disait le prêtre d'un ton prudent. « Mais, sans aucun doute, cela nous rassemble d'une manière qui n'était plus arrivée depuis longtemps. » Laura croisa les bras et observa de loin les expressions émues des habitants. Lorsque le groupe commença à se disperser, elle s'approcha enfin de Joachim. « Alors, la cloche sonne toute seule, et vous trouvez un billet d'un prêtre mort il y a des années ? Ça semble être une coïncidence bien pratique, non ?» dit Laura avec un sourire sceptique. Joachim la regarda calmement. « Pratique ou non, mademoiselle Laura, ce qui compte, c'est ce que cela provoque chez les gens.
Regardez autour de vous. Vous pensez vraiment que ces réactions sont dues à un simple bout de papier? Déterminée à trouver des réponses, Laura demanda la permission au père Gabriel pour examiner la tour. Munie de sa lampe de poche et de son carnet, elle monta les escaliers en notant tout ce qu'elle observait. La structure était vieille, mais encore solide. Le mécanisme de la cloche, bien qu'ancien, semblait en bon état, ce qui la troubla. Si rien de mécanique n'avait activé la cloche, qu'est-ce qui l'avait fait sonner? En inspectant l'endroit où le billet avait été trouvé, Laura découvrit un petit compartiment caché à la base de la cloche. À l'intérieur, en plus de traces de poussière, elle trouva de minuscules résidus de cire de bougie. « On dirait que quelqu'un est venu ici il y a longtemps », murmura-t-elle. Mais pourquoi? Après être redescendue de la tour, Laura se dirigea vers Marina, qui était dans l'église en train d'allumer des bougies devant l'autel. « Marina, vous connaissez une histoire ancienne à propos de la cloche ou du père Antoine ?» demanda Laura. « Oh, Laura, le père Antoine était un homme très spécial. Il disait toujours que la cloche était bien plus qu'un objet. C'était un moyen de maintenir le village uni. Quand il est mort, on a eu l'impression que la cloche était morte avec lui. » Marina soupira et continua. « Vous savez, quand la cloche s'est arrêtée, c'est comme si quelque chose s'était cassé en nous aussi. Son son nous rappelait qui nous étions, d'où nous venions. Maintenant qu'elle a sonné à nouveau, c'est comme si elle faisait revenir des choses. Moi-même, je me suis rappelé de choses que je croyais enfouies. » Laura écouta attentivement, mais en silence. Bien qu'elle fût sceptique, elle ne pouvait ignorer l'impact émotionnel que la cloche semblait avoir sur les habitants. Avant de partir, Laura demanda au père Gabriel s'il y avait quelque chose dans les archives de l'église à propos de la cloche ou du père Antoine. Il hésita, puis lui montra un vieux journal conservé dans son bureau. « Je n'ai pas encore tout lu, » dit le prêtre en tendant le livre à Laura. « Peut-être que vous y trouverez quelque chose d'intéressant. » De retour dans son petit appartement, Laura commença à lire. Les pages étaient remplies de l'écriture élégante du père Antoine. Parmi les récits de mariage et de funérailles, elle trouva un passage qui la laissa perplexe. La cloche est plus qu'un instrument. Elle porte les prières du village, ses secrets, ses espoirs. Un jour, lorsque les voix se perdront dans le silence, elle sonnera à nouveau pour nous rappeler ce que nous avons oublié. La phrase ressemblait à une énigme, mais aussi à un défi. Pour la première fois, Laura sentit une légère hésitation dans sa conviction rationnelle. Que voulait dire le père Antoine? Était-ce une prédiction ou simplement des mots poétiques? Et pourquoi la cloche avait-elle sonné après tout ce temps? Alors que le soleil se couchait derrière les collines, Laura regarda l'horizon avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle savait que, pour comprendre le présent, elle devrait plonger dans le passé non seulement celui de la cloche, mais aussi celui du village et de ses habitants. Le lendemain du son de la cloche apporta une nouvelle énergie à Villa Serena. Les conversations dans les rues tournaient autour de l'événement, et Marina, avec sa détermination habituelle, sentit qu'il était temps d'agir. Dès l'instant où elle avait lu le billet trouvé par Joachim, quelque chose s'était réveillé en elle. Une vieille promesse, faite entre larmes et prières, ressurgit avec force, aider les plus démunis du village. Marina n'était pas du genre à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Elle commença à visiter ses voisins, convoquant une réunion sur la place centrale pour discuter des moyens de revitaliser la communauté. Le village avait besoin d'espoir, mais aussi d'action. Et si la cloche a sonné pour nous rappeler qui nous sommes, alors prouvons que nous sommes une communauté unie, dit-elle à un groupe d'habitants déjà intéressés. Cet après-midi-là, sous un soleil doux, la place centrale fut plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Marina, avec son calme naturel, prit la parole, sans discours pompeux. Elle partagea des souvenirs de son passé, évoquant comment elle rendait visite aux familles modestes, apportant des provisions et écoutant leurs soucis. Les yeux brillants d'émotion, elle admit avoir cessé ses actions à cause de la fatigue et de la routine. Mais il n'est pas trop tard pour recommencer, conclut-elle. Si la cloche nous a lancé cet appel, je dis que nous devons répondre. Pas avec des paroles, mais avec des actes. Ces mots résonnèrent parmi les présents. Une dame âgée leva la main pour dire qu'elle pouvait offrir des légumes de son petit potager. Un jeune maçon proposa de réparer les maisons les plus anciennes du village. Peu à peu, les habitants commencèrent à partager des idées et à offrir leurs compétences. Dans les jours qui suivirent, l'impact du son de la cloche se transforma en action concrète. Un petit groupe dirigé par Marina rendit visite aux familles dans le besoin. Ils repeignirent des murs écaillés,
réparèrent des toits et apportèrent de la nourriture à ceux qui en manquaient. Les rues, autrefois silencieuses, se remplirent de conversations et de rires. Joachim, qui avait passé tant de temps isolé, se proposa de s'occuper des jardins de l'église. Avec ses mains usées par le temps, il retrouva un lien avec ce lieu qu'il avait tant aimé. « Je suis peut-être vieux, mais je sais encore manier une houe, » plaisanta Théil, arrachant des rires à Marina et au père Gabriel. Pendant que le village s'activait, Laura poursuivait son enquête sur la cloche et le billet. Elle reconnaissait l'effet positif que l'événement avait sur la communauté, mais elle ne pouvait s'empêcher de nourrir des doutes. Pour elle, des questions restaient sans réponse. Pourquoi le billet était-il apparu maintenant? Et pourquoi la cloche, silencieuse depuis des décennies, avait-elle sonné de façon si inattendue? Lors d'une de ses conversations avec le père Gabriel, Laura posa la question. « Vous ne pensez pas que tout cela pourrait être une coïncidence? Ou même une manipulation? » « Peut-être, Laura, » répondit le prêtre avec un sourire énigmatique. « Mais parfois, l'impact des choses ne dépend pas de leur origine, mais de ce qu'elles provoquent en nous. » Laura ne répondit pas, mais resta pensive. Pour la première fois, elle commença à comprendre qu'elle était peut-être tellement concentrée sur le mystère qu'elle en oubliait l'effet réel de l'événement. Ce soir-là, Marina et Joachim discutèrent, assis sur un banc de la place. En regardant l'église illuminée par la lune, Joachim confia quelque chose qu'il avait gardé en lui depuis des années. « Quand la cloche s'est arrêtée, c'était comme si ma vie s'était arrêtée aussi. J'ai toujours pensé que mon temps pour aider les autres était révolu. Mais maintenant, je vois que j'ai peut-être encore quelque chose à offrir. » « Nous avons tous quelque chose à offrir, Joachim, » répondit Marina en lui prenant la main. « Et c'est ce que la cloche nous rappelle. » Le village commença à changer visiblement. Des maisons furent rénovées, les habitants interagirent davantage, des sourires oubliés refirent surface. Le son de la cloche, qui au départ semblait être un simple mystère, était devenu un symbole de renouveau. Pendant ce temps, Laura continuait à analyser le journal du père Antoine et les détails autour de la cloche. Au fond d'elle, elle savait que sa quête était loin d'être terminée, et que le billet trouvé contenait probablement plus de secrets qu'il n'en laissait paraître. Dans les semaines qui suivirent, alors que le village fleurissait grâce aux actions communautaires menées par Marina et les autres habitants, Laura était absorbée par son enquête. Le journal du père Antoine la fascinait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas qu'un simple registre des événements de l'église, c'était un reflet du cœur de la communauté. Une nuit, sous la lumière tamisée d'une lampe, Laura trouva quelque chose qui attira son attention. Parmi les récits de messe et de mariage, il y avait un passage sur la fabrication de la cloche. La cloche a été commandée pour être bien plus qu'une œuvre d'art. Elle est une promesse que, même dans le silence, la foi du village retrouvera sa voix. J'y ai caché quelque chose qui appartient à nous tous, pour le jour où son son nous rappellera. Laura lut la phrase plusieurs fois. J'y ai caché quelque chose. Qu'est-ce que cela pouvait être? Bien que le billet trouvé par Joachim ait causé une vive émotion, le journal suggérait qu'il y avait davantage caché dans la cloche ou autour d'elle. Pendant ce temps, Joachim et Marina continuaient de recueillir les histoires des habitants les plus âgés du village. Beaucoup, touchés par le son de la cloche, commencèrent à partager des souvenirs oubliés. Certains parlaient de miracles personnels, tandis que d'autres évoquaient des moments simples mais pleins de sens. L'une de ces histoires attira l'attention de Marina. Donna Amelia, une couturière à la retraite, mentionna que, dans sa jeunesse, elle avait entendu le père Antoine dire que la cloche renfermait un secret qui ne serait révélé que lorsque le village serait prêt à l'entendre. Le père était très sage, dit Amelia. Il disait toujours que la cloche n'était pas qu'une cloche. Il disait que c'était comme un miroir qu'elle reflétait ce que le village était au plus profond de lui. Marina fut intriguée. Et que sommes-nous au plus profond de nous, maintenant, se demanda-t-elle. Avec une curiosité renouvelée, Laura demanda au père Gabriel de l'aider à examiner la cloche une fois encore. Ils montèrent ensemble jusqu'à la tour, cette fois en prêtant davantage attention aux détails. Laura passa ses doigts sur la structure de la cloche, cherchant un éventuel compartiment dissimulé. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle trouva une petite entaille à la base intérieure de la cloche. C'était une trappe dissimulée, scellée avec de la cire vieillie. Avec précaution, elle utilisa un outil pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle découvrit un petit tube métallique contenant un second billet. Avec des mains tremblantes, Laura ouvrit le tube et déroula le papier. Bien que marqués par le temps, les mots étaient encore lisibles.
Lorsque le silence sera brisé et que les cœurs seront ouverts, le véritable son de la cloche sera révélé. Ne cherchez pas l'extraordinaire, cherchez ce qui unit, car c'est là que le miracle se produit. Laura descendit de la tour, le billet en main, se sentant moins sceptique et plus curieuse. Que signifiait le véritable son de la cloche? Comment se sont unissait-il le village? Cette nuit-là, Laura partagea sa découverte avec Marina, Joachim et le père Gabriel. Marina, émue, relia le texte du billet à ce qui se passait dans le village. N'est-ce pas exactement ce qui se passe en ce moment? Nous nous réunissons, nous nous aidons les uns les autres, comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. Peut-être que c'est cela, le véritable son. Joachim acquiesça, se souvenant de combien le village semblait différent depuis que la cloche avait sonné. Les habitants avaient recommencé à se parler, à partager leur vie et même à faire des projets ensemble. La cloche n'est pas seulement le son que nous entendons, dit Joachim. C'est ce que nous ressentons. Alors que le village continuait à se transformer, Laura comprit que sa quête n'était pas seulement une recherche de réponses concrètes. C'était une manière de saisir ce que représentait la cloche. Pour la première fois, elle vit la science et la foi coexister non pas comme des opposés, mais comme des éléments complémentaires d'un tout plus grand. Ainsi, le village commença à vivre ce que le père Antoine avait écrit des années plus tôt. La cloche avait brisé le silence, non seulement dans l'air, mais dans les cœurs de chacun. Sous l'impact transformateur du son de la cloche et des billets découverts, le village semblait renaître. Inspirée par la mobilisation des habitants, Marina eut une idée, organiser une grande célébration à l'église de Saint-Michel, un événement communautaire qui n'avait pas eu lieu depuis des années. Ce sera une nuit de gratitude, dit-elle à Joachim. Pour nous rappeler tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. L'idée gagna rapidement du terrain. Jeunes et anciens se rassemblèrent pour nettoyer l'église, décorer la place et préparer des plats traditionnels. L'enthousiasme était palpable, et même Laura, avec son esprit analytique, fut emportée par l'élan collectif. Les préparatifs n'étaient pas qu'un travail physique. Pendant les activités, des histoires continuaient à être partagées, et des liens brisés depuis longtemps commencèrent à se reconstruire. Donna Amelia, la couturière à la retraite, décida de confectionner un nouveau manteau pour l'hôtel, un geste qu'elle n'avait plus fait depuis la perte de son mari des années auparavant. José, le maçon, qui nourrissait depuis longtemps des rancunes envers un voisin, accepta de l'aider à réparer le toit de sa maison dans le cadre de l'effort collectif. Laura, toujours plongée dans son enquête sur le mystère de la cloche, se surprit à sourire davantage et même à se faire des amis, quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé en revenant à Villa Serena. « Je ne sais pas si c'est la cloche ou si c'est nous », dit Marina un soir, en observant la place pleine de vie. « Peut-être les deux », répondit Joachim avec un sourire. Le jour de la célébration arriva. L'église était pleine comme on ne l'avait pas vue depuis des années. Des bougies brillaient dans chaque recoin, leur reflet dansant sur les murs de pierre, créant une atmosphère chaleureuse. La cloche, désormais restaurée par José et quelques bénévoles, étincelait sous la lumière de la lune. Le père Gabriel ouvrit l'événement par une brève réflexion. Le son de la cloche nous a appelés, mais c'est nous qui avons répondu. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement ce qu'elle symbolise, mais aussi ce que nous avons choisi de faire de ce symbole, nous unir, prendre soin les uns des autres, nous pardonner. Les paroles du prêtre résonnèrent dans l'église, et les visages émus montraient qu'il avait capté l'essence du moment. À la fin de la célébration, Marina trouva le courage de faire quelque chose d'inattendu. Elle prit le micro et invita Laura à monter sur l'autel. « Laura, vous nous avez montré que le chemin vers les réponses passe par les questions. Votre regard curieux nous a aidés à voir ce qui était caché. C'est pourquoi nous souhaitons que vous fassiez sonner la cloche ce soir. » Surprise, Laura hésita. Mais sous les regards encourageants des habitants, elle accepta. Elle monta à la tour avec Joachim, et ensemble, ils tirèrent la corde. Le son grave et puissant de la cloche résonna à travers le village, plus vibrant que jamais. Tous les habitants, rassemblés sur la place, levèrent les yeux vers la tour, ressentant quelque chose de profond et d'inexplicable. Ce n'était pas qu'un son, c'était l'écho de tout ce qu'ils avaient vécu ces derniers jours. Après le son de la cloche, les habitants se réunirent sur la place, où un banquet simple mais préparé avec soin les attendait. Les rires et les conversations emplirent l'air, et pour la première fois depuis longtemps, Villa Serena ressemblait à une communauté vivante et vibrante. Laura, assise aux côtés de Marina et de Joachim, regarda la tour de l'église et murmura. « Peut-être que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Peut-être que ce qui compte,
c'est ce que nous choisissons de faire lorsqu'un événement nous touche. Marina acquiesça en lui prenant la main. C'est ce que la cloche nous a appris. Quelques jours après la célébration communautaire, le père Gabriel, motivé par l'atmosphère renouvelée du village, décida d'organiser les anciens archives de l'église. La sacristie, une pièce souvent oubliée, était encombrée de documents, de vieilles boîtes en bois et de livres à la couverture de cuir usée par le temps. En nettoyant une étagère poussiéreuse, il trouva un petit carnet relié en cuir, avec un titre presque illisible, *** mémoire de Villa Serena 1915 *** le prêtre feuilleta les pages avec précaution. À première vue, cela ressemblait à un registre ordinaire, rempli de notes sur les naissances, les mariages et les décès. Cependant, en avançant dans sa lecture, un passage attira son attention, une mention de la cloche de l'église. La cloche de la foi, lut-il à voix haute. Un cadeau, non seulement pour marquer le temps, mais pour nous rappeler que nous formons un seul corps, même dans les périodes de silence. Le registre détaillait la fabrication de la cloche et sa symbolique. Elle avait été commandée après l'une des pires sécheresses qu'avait connue Villa Serena. À cette époque, la communauté était divisée, des familles se disputaient les ressources limitées et beaucoup avaient abandonné l'église. C'est alors que le père Anselme, le chef de la paroisse à l'époque, eut l'idée de construire la cloche. Selon le registre, il avait utilisé une partie de ses économies personnelles pour commander la cloche à un artisan renommé de la capitale. Mais ce qui rendait la cloche unique, ce n'était pas seulement sa structure, mais le fait que tous les habitants du village avaient contribué d'une manière ou d'une autre à sa fabrication en transportant des matériaux, en donnant de l'argent ou même en aidant à fondre le bronze. C'est la cloche qui nous a unis, disait le texte. C'est la cloche qui nous réunira à nouveau lorsque le temps nous éloignera les uns des autres. Le père Gabriel, intrigué, invita Marina, Joachim et Laura à lire le registre avec lui. Ensemble, ils parcoururent les notes, et chaque page semblait apporter de nouvelles perspectives. Alors, la cloche a toujours été plus qu'un simple objet, commenta Marina, émue. Elle a été créée pour nous rappeler qui nous sommes. Cela explique pourquoi elle a un tel impact sur les gens, ajouta Laura. C'est comme si elle faisait partie de chacun d'entre nous, même pour ceux qui ne croient pas au symbole. Joachim, qui écoutait attentivement, resta silencieux un moment avant de déclarer. Peut-être que c'est pour cela qu'elle a sonné à nouveau. Peut-être que nous avions besoin de nous le rappeler maintenant. La découverte du registre incita les habitants les plus âgés à partager davantage d'histoires liées à la cloche. Donna Amelia se souvint que ses grands-parents racontaient comment le son de la cloche durant la sécheresse apportait du réconfort, même lorsque tout semblait perdu. José, le maçon, révéla que son arrière-grand-père faisait partie de ceux qui avaient aidé à construire le clocher, mais il n'y avait jamais vraiment réfléchi jusqu'à présent. Chaque histoire renforçait le rôle de la cloche comme un lien entre les générations et un symbole de résilience. Lors de la messe suivante, le père Gabriel lut des extraits du registre aux habitants du village. Il raconta l'histoire de la cloche et expliqua comment elle symbolisait l'effort collectif. Chaque mot illumina les visages des fidèles, comme s'ils découvraient un trésor précieux sur leurs propres racines. La cloche a sonné seule, conclut le prêtre. Mais ce n'était pas un hasard. Elle a sonné parce que, peut-être, nous étions prêts à l'écouter à nouveau. La place resta silencieuse un moment, avant d'être remplie d'applaudissements. Cependant, alors que le village se rapprochait chaque jour davantage, de nouveaux défis commencèrent à émerger. La hausse du coût de la vie, le manque d'emploi et le vieillissement de la population restaient des problèmes bien réels qui menaçaient les progrès réalisés. Marina, désormais perçue comme une leader communautaire, proposa d'utiliser l'énergie retrouvée du village pour s'attaquer à ces problèmes pratiques. « Nous ne pouvons pas laisser ce moment être seulement un beau souvenir, déclara-t-elle lors d'une réunion. Nous devons agir ensemble pour garantir que notre village reste vivant. » Pendant ce temps, Laura, de plus en plus investie émotionnellement dans le village, commença à remettre en question ses propres choix. Était-il temps pour elle de mettre de côté sa quête du « comment » pour se concentrer sur le « pourquoi » ? Malgré l'enthousiasme et l'unité générée par le son de la cloche, le village commença à faire face à des défis concrets. Le coût de la vie augmentait, le commerce local s'affaiblissait, et les jeunes continuaient à quitter Villa Serena pour chercher de meilleures opportunités dans les grandes villes. Marina comprit que, bien que la cloche ait ravivé la flamme de la communauté, il était nécessaire de canaliser cette énergie pour résoudre des problèmes pratiques. Lors d'une réunion sur la place centrale, elle convoqua les habitants pour discuter d'idées. « Nous avons besoin de plus que d'espoir, dit-elle avec détermination. Nous avons besoin d'action.
Que ferons-nous pour garantir que notre village reste un foyer, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures? Des idées en mouvement. La réunion débuta timidement, mais bientôt les idées fusèrent. Un marché communautaire, Marina proposa de créer un marché hebdomadaire où les habitants pourraient vendre des produits faits maison, comme du pain, de l'artisanat et des légumes. 2. Ateliers d'apprentissage, Laura suggéra d'organiser des ateliers gratuits pour enseigner des compétences utiles, comme la menuiserie et la couture, qui pourraient être utilisées dans le village ou même générer un revenu supplémentaire. 3. Revitalisation du commerce local, José, le maçon, proposa que les habitants réparent ensemble les bâtiments abandonnés pour en faire des espaces destinés à de petites entreprises. Les habitants accueillirent ces idées avec enthousiasme. En quelques semaines, le marché communautaire devint un événement régulier. Donna Amelia reprit la couture et enseigna son savoir-faire aux jeunes intéressés par l'art de confectionner des vêtements. José organisa des groupes pour rénover d'anciennes boutiques au centre du village. Marina, avec son énergie et sa détermination, devint une sorte de leader officieuse. Les gens venaient la voir pour demander des conseils ou pour organiser des projets. Laura, quant à elle, s'impliqua de manière plus personnelle. Elle enseigna les bases des sciences aux enfants et aida à organiser une petite bibliothèque dans l'église, en utilisant des livres anciens entreposés dans la sacristie. Pendant ce temps, Joachim observait tout cela avec un sourire satisfait. Bien qu'il ne fût plus aussi actif physiquement, il devint le gardien des histoires du village. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'inspiration ou d'un souvenir des jours heureux, c'est à lui qu'il s'adressait. Un après-midi, alors qu'il discutait avec Marina et Laura, Joachim confia quelque chose qu'il n'avait jamais révélé auparavant. J'ai toujours pensé que la cloche n'était qu'un objet. Mais, après tout cela, je réalise qu'elle était un miroir. Elle nous a montré ce que nous cachions, ce que nous avions peur d'admettre. Marina acquiesça en lui serrant la main. Et maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble. Une transformation personnelle. Alors que le village prospérait, Laura commença à réfléchir à son propre parcours. Elle était revenue à Villa Serena avec l'intention d'y rester temporairement. Mais en s'impliquant avec les habitants et en participant au changement, elle comprit qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas chercher, un sentiment d'appartenance. Une nuit, alors qu'elle observait le village illuminé par les lumières du marché, elle confia au père Gabriel. Peut-être que j'ai cherché des réponses au mauvais endroit. Je pensais devoir comprendre la cloche, mais ce que j'avais vraiment besoin de comprendre, ce sont les gens. Le prêtre sourit. La cloche vous a fait entendre, Laura. Mais c'est vous qui avez choisi de répondre. Une nouvelle vie pour Villa Serena. Avec le temps, Villa Serena commença à se transformer. Le commerce local reprit vie, les liens communautaires se renforcèrent, et peu à peu, même les jeunes commencèrent à envisager de rester. Mais, plus important encore, le village avait appris une leçon essentielle, le véritable son de la cloche ne résidait pas dans sa résonance, mais dans les actions qu'elle avait inspirées. La fin d'une autre journée ensoleillée apporta une brise tranquille à Villa Serena. La place centrale, qui, il y a quelques mois, n'était qu'un lieu de silence et de nostalgie, était désormais le cœur battant de la communauté. Ce soir-là, les habitants se réunirent pour écouter Joachim, qui avait demandé à prendre la parole. Joachim, vêtu de son habituel manteau usé et tenant fermement sa canne, marcha lentement jusqu'au centre de la place. Sa présence silencieuse imposait toujours le respect, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, un poids émotionnel presque palpable. « Je ne suis pas un homme de grands discours », commença-t-il d'une voix grave et posée. « Mais je pense qu'il est temps de partager quelque chose que j'ai gardé en moi pendant de nombreuses années. » Joachim leva les yeux vers la cloche qui brillait sous la lumière de la lune, et ses yeux s'emplirent de larmes. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « La cloche a toujours fait partie de ma vie. Je la faisais sonner pour des mariages, des baptêmes, même des funérailles. Mais le son qui ne m'a jamais quitté est celui du mariage de Clara. » À la mention de Clara, un silence s'installa sur la place. Beaucoup connaissaient l'histoire, mais entendre Joachim en parler était différent. Et Clara était l'amour de ma vie. J'étais jeune et têtu, je pensais avoir tout le temps du monde pour lui dire ce que je ressentais. Mais quand j'ai finalement trouvé le courage, elle était déjà promise à un autre. Et le jour de son mariage, c'est moi qui ai tiré la corde pour faire sonner la cloche. Joachim fit une pause, son émotion palpable dans sa voix. Ce jour-là, j'ai juré de ne plus jamais toucher la cloche. Elle n'était plus, à mes yeux, un symbole d'union,
mais un rappel de ce que j'avais perdu. Les habitants écoutaient en silence tandis que Joachim poursuivait. Il raconta comment la cloche était restée silencieuse pendant des années après sa décision, et comment, secrètement, il avait cru que c'était de sa faute. J'ai porté cette culpabilité en moi. Peut-être que ce n'était que dans ma tête, mais j'ai toujours eu l'impression que tant que je ne pourrais pas pardonner ce qui s'était passé, la cloche ne sonnerait plus. Lorsque la cloche sonna enfin d'elle-même, Joachim sentit qu'un changement s'opérait en lui. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était temps de laisser le passé derrière moi. La cloche m'a rappelé une chose que j'avais oubliée, son son n'est pas seulement le mien. Il appartient à nous tous. Les paroles de Joachim furent accueillies par des larmes et des accolades. De nombreux habitants, inspirés par son honnêteté, commencèrent à partager leurs propres histoires de perte, de regrets et de seconde chance. Marina fut la première à parler. « Joachim, ce soir, vous nous avez offert un cadeau. Votre histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Même Laura, habituellement plus réservée, s'approcha de Joachim. « J'ai toujours cherché des réponses dans les faits et la science, dit-elle. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des choses que l'on ne comprend qu'en écoutant son cœur. » Après la réunion, Joachim monta à nouveau dans la tour de la cloche, cette fois accompagné de Marina et du père Gabriel. Ensemble, ils firent sonner la cloche, non plus comme un geste de tristesse, mais comme un symbole de renouveau. Alors que le son résonnait à travers le village, les habitants sur la place se prirent la main, formant une chaîne d'unité qui semblait indestructible. L'histoire de Joachim mit en lumière une vérité que beaucoup ressentaient déjà, la cloche, plus qu'un simple objet, était un reflet de l'âme du village. Elle était restée silencieuse pendant des années, mais maintenant, grâce aux efforts collectifs, elle avait retrouvé sa voix tout comme la communauté qui l'entourait. C'était le début d'une matinée nuageuse lorsque les premières nouvelles arrivèrent. Les pluies, qui avaient été incessantes ces dernières semaines, avaient transformé la rivière traversant les environs de Villa Serena en une menace. Les berges commençaient à déborder, inondant les champs et menaçant les maisons situées dans la partie basse du village. Marina fut la première à réagir. Elle traversa la place en appelant les habitants. « Nous avons besoin de tout le monde. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons bien plus que les récoltes. » Rapidement, les villageois se rassemblèrent, mais une incertitude pesait sur eux. Beaucoup craignaient que leurs efforts ne suffisent pas. Les habitants formèrent des groupes pour faire face à l'urgence. José dirigea les plus jeunes dans la construction de barrières de protection avec des sacs de sable et des planches improvisées. Marina coordonna le transport des habitants des zones les plus basses vers des endroits sûrs, tandis que Laura et le père Gabriel transformèrent l'église en un abri temporaire. « Apportez de la nourriture, des vêtements, tout ce que vous pouvez. » cria Laura, tout en organisant un espace pour accueillir les familles qui avaient perdu leur maison. Joachim, malgré son âge avancé, refusa de rester à l'écart. Il rejoignit le groupe qui transportait des vivres jusqu'à l'abri, murmurant. « Et si la cloche nous a unis, c'est maintenant que nous devons prouver ce que nous avons appris. » Les heures passèrent, et la pluie restait implacable. La rivière avançait lentement, menaçant de briser les barrières de fortune. Le découragement commença à gagner les habitants. C'est alors que Marina monta dans la tour de la cloche, un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle regarda les visages épuisés en bas et, dans un geste qui surprit tout le monde, tira la corde de la cloche. Le son grave résonna dans tout le village, même sous la pluie battante. Tous s'arrêtèrent un instant, levant les yeux vers la tour. Marina cria. « Cette cloche n'est pas qu'un objet. Elle est notre voix. Montrons que nous sommes plus forts que n'importe quelle tempête. » L'énergie changea. Le son de la cloche sembla redonner des forces aux habitants, qui retournèrent au travail avec une vigueur renouvelée. Après des heures d'efforts, la pluie commença enfin à s'apaiser. Les barrières avaient tenu, et les dégâts furent limités. Bien que certaines récoltes aient été perdues, aucune maison ne fut complètement détruite, et personne ne fut blessé. Sur la place, les habitants se réunirent, épuisés mais souriants. Marina serra Joachim dans ses bras, tandis que Laura, couverte de boue, s'assit par terre à côté de José et éclata de rire. « Je pensais que des journées comme celle-ci n'étaient que des histoires que les anciens racontaient, » dit José. « Aujourd'hui, nous en avons fait partie. » Ce soir-là, tandis que les habitants célébraient leur victoire face au désastre, Laura marcha jusqu'à la tour de la cloche. Elle la regarda avec une compréhension nouvelle. « Tu nous as mis à l'épreuve, » murmura-t-elle à la cloche, comme si elle pouvait l'entendre.
Et nous avons montré que nous étions prêts. Elle savait que quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois, elle se sentait appartenir à quelque chose de plus grand, à une histoire qui ne faisait que commencer. Le père Gabriel, voyant la transformation du village et de ses habitants, fit une réflexion lors d'une messe d'action de grâce. Les adversités viennent pour tester non seulement notre force, mais aussi notre union. Aujourd'hui, nous avons montré que le véritable son de la cloche ne réside pas dans le bronze, mais dans les actions qu'elle inspire. Les habitants applaudissaient, beaucoup avec des larmes aux yeux. Joachim, assis sur un banc au fond, sourit. Il savait que le village avait changé à jamais. Les jours qui suivirent la tempête furent marqués par la reconstruction et le renouveau. Bien que fatigués, les habitants de Villa Serena travaillaient avec une énergie qui semblait inépuisable. Le marché communautaire reprit ses activités, et les ateliers organisés par Marina et Laura étaient plus fréquentés que jamais. Laura, cependant, était plongée dans ses pensées. Son retour au village avait été envisagé comme une étape temporaire, mais les mois passés là-bas avaient ébranlé toutes ses certitudes. Alors qu'elle marchait sur la place, où les enfants jouaient et les aînés discutaient, elle ressentait un étrange poids comme si elle devait prendre une décision qu'elle repoussait depuis longtemps. Cet après-midi-là, assise aux côtés de Joachim à l'ombre d'un arbre, elle ouvrit enfin son cœur. « Je suis venue ici en pensant que ce serait une étape rapide, Joachim. Une parenthèse dans ma vie. Mais maintenant, j'ai l'impression que si je pars, je vais laisser quelque chose derrière moi. » Joachim, avec la sagesse que le temps lui avait donnée, répondit. « Parfois, on croit qu'on traverse un endroit, mais en réalité, c'est l'endroit qui nous traverse. La question n'est pas de savoir si tu dois rester, Laura. C'est de savoir ce que tu veux laisser ici. » Marina, sentant le doute de Laura, chercha également à lui parler. Lors d'une pause pendant un atelier, elle s'approcha avec un sourire chaleureux. « Laura, tu as apporté bien plus à ce village que tu ne le penses. Ce n'est pas seulement ta curiosité qui nous a aidés. C'est ta présence, ta façon de nous regarder avec un regard neuf. » Elle marqua une pause avant de continuer. « Nous sommes en train de former un conseil communautaire pour planifier l'avenir du village. Nous aimerions que tu en fasses partie. » Laura fut surprise. Elle ne s'attendait pas à être considérée comme si essentielle. « Marina, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour cela. Je me sens encore étrangère ici. » « Tu étais une étrangère, » répondit Marina avec un sourire. « Maintenant, tu es des nôtres. » Ce soir-là, Laura monta seule dans la tour du clocher. Elle regarda l'horizon vaste sous la lumière de la lune et laissa le silence parler. Depuis le mystérieux son de la cloche, sa vie avait changé de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle repensa aux personnes qu'elle avait rencontrées, aux histoires qu'elle avait entendues, et à la manière dont le village semblait avoir trouvé en elle une pièce manquante. Et peut-être qu'elle aussi avait trouvé quelque chose ici, un foyer, un but, une communauté. En descendant de la tour, son cœur était plus léger. Elle savait ce qu'elle devait faire. Une annonce pour l'avenir. Le dimanche suivant, pendant le marché communautaire, Laura se leva et demanda l'attention de tous. Bien qu'elle ne fût pas habituée à parler en public, les mots lui vinrent naturellement. « Quand je suis revenue à Villa Serena, je pensais que je fuyais ma vie. Mais j'ai découvert que je trouvais un nouveau chemin. Je veux remercier chacun d'entre vous de m'avoir montré ce que c'est que de construire quelque chose ensemble. » Elle prit une profonde inspiration avant de conclure. « Et c'est pourquoi j'ai décidé de rester. Je veux aider à construire l'avenir de ce village, non seulement comme enseignante, mais comme membre de cette communauté. » La place éclata en applaudissements et en célébrations. Marina serra Laura dans ses bras avec force, et même Joachim, qui montrait rarement ses émotions, essuya discrètement une larme. Avec Laura officiellement intégrée au village, les initiatives communautaires prirent encore plus d'élan. Elle contribua à planifier de nouveaux projets, comme un festival annuel pour célébrer l'histoire du village et des ateliers permanents pour les jeunes et les aînés. La cloche, désormais utilisée uniquement lors d'occasions spéciales, devint un symbole de tout ce que représentait le village, l'union, la résilience et la capacité de recommencer. Des mois après la décision de Laura de rester à Villa Serena, les habitants se sont réunis pour organiser un événement sans précédent, le Festival de la Cloche. Cette célébration marquerait officiellement la cloche de l'église Saint-Michel comme le symbole éternel de la communauté, un rappel de sa force, de son unité et de sa résilience. La place centrale était animée de couleurs et de sons. Des guirlandes décoraient les rues, des stands proposaient des plats faits maison,
et des spectacles de musique et de théâtre local donnaient une touche festive au festival. Les jeunes exécutaient des danses traditionnelles, tandis que les aînés racontaient des histoires du passé dans un espace dédié à la mémoire du village. Marina, désormais reconnue comme l'une des leaders communautaires, fut invitée à ouvrir le festival. Elle monta sur la scène improvisée sur la place, accompagnée de Joachim et Laura, et s'exprima avec émotion. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'entre nous pensaient que Villa Serena était condamnée au silence et à l'oubli. Mais la cloche nous a montré que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver la force les uns auprès des autres. Elle regarda les habitants, dont beaucoup étaient émus, et conclut. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la cloche, mais aussi notre communauté. Que son continue de résonner dans nos actions, nos histoires et nos cœurs. Des applaudissements chaleureux emplirent la place. Joachim, qui parlait rarement en public, s'approcha du micro et ajouta. Et que ce son ne soit jamais réduit au silence. À la tombée du jour, tout le monde se rassembla devant l'église. Le père Gabriel, vêtu d'habits festifs, guida une courte prière de remerciement, soulignant l'importance de chaque habitant dans la renaissance du village. La cloche a sonné pour nous réveiller. Aujourd'hui, elle sonne pour nous rappeler de ne jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble. Laura et Joachim, choisis par la communauté, montèrent dans la tour de la cloche. Avec une force surprenante pour son âge avancé, Joachim tira sur la corde aux côtés de Laura, et la cloche résonna à travers le village, se propageant sur les collines et dans le cœur de tous les présents. Cette fois, le son semblait différent au plus vivant, plus vibrant. Les habitants applaudirent, s'embrassèrent, et certains versèrent des larmes d'émotion. La soirée se termina autour d'un grand feu de joie au centre de la place, où les habitants partagèrent rires, souvenirs et promesses de continuer à bâtir ensemble. Laura, assise aux côtés de Marina et Joachim, regardait la scène avec un sourire serein. « As-tu trouvé ce que tu cherchais, Laura » demanda Marina. « Oui » répondit-elle. « Et bien plus encore. » À partir de ce jour, la cloche de l'église Saint-Michel devint bien plus qu'un objet historique. Elle représenta l'essence de Villa Serena, un lieu où les épreuves étaient surmontées grâce à l'unité, où le passé était honoré, mais où l'avenir était construit avec espoir. Des années plus tard, Villa Serena continuait de prospérer. Les jeunes, autrefois tentés de partir, trouvaient désormais des raisons de rester. Le festival de la cloche devint une tradition annuelle, attirant des visiteurs des villes voisines et renforçant encore davantage les liens de la communauté. Laura, devenue une figure centrale du village, veillait à ce que la mémoire de ce qui s'était passé reste vivante. Et Joachim, malgré son grand âge, restait l'âme du village, racontant ses histoires et inspirant les nouvelles générations. La cloche continuait de sonner lors des moments importants, son écho rappelant que, même face aux plus grandes adversités, l'unité d'une communauté pouvait tout transformer. Des années après le premier festival de la cloche, Villa Serena s'était transformée en un exemple de communauté vivante et résiliente. Les rues pavées étaient toujours animées, et la place centrale était devenue le point de rencontre des habitants et des visiteurs. L'église Saint-Michel, désormais entièrement restaurée, n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un centre de culture et d'histoire. La cloche restait suspendue dans la tour, sonnant pour marquer les moments importants de la vie du village des naissances et mariages aux festivals annuels. Elle était devenue une attraction à part entière, attirant des visiteurs curieux de découvrir son histoire. Laura, qui avait autrefois hésité à s'engager pleinement dans la vie du village, était désormais l'une de ses figures les plus actives. Sous sa direction, l'école locale s'était dotée d'une nouvelle bibliothèque et de programmes éducatifs attirant des jeunes des régions voisines. Elle coordonnait également un fonds historique dans l'église, où étaient préservées les archives, photos et objets retraçant l'histoire de Villa Serena. Lors d'une interview pour un journal régional, Laura fut interrogée sur les raisons qui l'avaient poussée à rester à Villa Serena. Son sourire était serein lorsqu'elle répondit. « Je suis venue ici à la recherche de réponses et j'ai trouvé une nouvelle vie. Cet endroit m'a appris que, parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de trouver quelque chose, mais de laisser cet endroit nous trouver. » Joachim, désormais âgé de plus de 90 ans, restait une figure centrale du village. Il passait ses après-midi assis sur un banc de la place, entouré d'enfants, racontant des histoires sur les jours de la cloche silencieuse et sur la manière dont la communauté s'était unie pour surmonter les épreuves. Un après-midi paisible, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Joachim appela Marina et Laura à ses côtés. « La cloche m'a appris bien des leçons » dit-il d'une voix affaiblie mais encore pleine de conviction. « Mais la plus grande de toutes,
c'est qu'il y a toujours du temps pour recommencer, à condition d'avoir le courage d'écouter l'appel. Peu de temps après cette conversation, Joachim s'éteignit paisiblement chez lui, entouré de ses amis et de sa famille. Ses funérailles furent marquées par une émotion profonde, mais aussi par un sentiment de gratitude pour la vie qu'il avait menée et pour les histoires qu'il avait laissées en héritage. Le lendemain matin, en son hommage, la cloche fut sonnée une dernière fois, son écho résonnant sur les collines comme un adieu et un remerciement. Les générations futures de Villa Serena continuèrent à porter l'héritage de la cloche. Des jeunes qui, autrefois, envisageaient de partir choisirent de rester pour ouvrir des commerces, revitalisant ainsi l'économie locale. Les festivals annuels de la cloche prirent de l'ampleur, attirant des visiteurs de loin, mais conservant toujours leur esprit communautaire. À l'école, les enfants apprenaient l'histoire de la cloche et comment elle avait uni le village dans ses moments les plus difficiles. Ils étaient encouragés à préserver ces valeurs et à maintenir vivant l'esprit d'unité. Bien qu'elle soit faite de bronze, la cloche de l'église Saint-Michel transcendait sa nature matérielle. Elle était devenue le symbole de quelque chose de plus grand, l'idée qu'une communauté est plus forte lorsqu'elle travaille ensemble, que le passé peut inspirer l'avenir et que chaque personne a un rôle unique à jouer dans l'histoire d'un lieu. Et chaque fois qu'elle sonnait, son écho portait non seulement la mémoire de ceux qui étaient venus avant, mais aussi la promesse d'un avenir façonné par l'unité, l'espoir et l'amour.